Bonsoir à tous. Cette semaine, on prend des nouvelles du Portugal, durement éprouvé par la crise de Covid-19. Écoles, universités et crèches fermées, mais célébrées sans fidèles. Depuis janvier, le pays vit son deuxième confinement, un an après le premier, une situation qui a fragilisé les Portugais. Et puis, autre actualité qui a marqué le pays, le report de la loi sur l'euthanasie votée fin janvier par le Parlement. On va en parler dans un instant avec notre invité Manuel Lacunha, professeur en communication à l'Université catholique portugaise à Braga, ville du Nord. Mais pour commencer, quelques repères. Le Portugal est un pays du sud-ouest de l'Europe, situé en péninsule ibérique. Il partage ses frontières terrestres avec l'Espagne. Sa capitale est Lisbonne. La population portugaise est d'environ 10 millions d'habitants. Sur le plan religieux, selon une étude de l'Université catholique portugaise réalisée en 2012 sur un échantillon de 4000 personnes, 79,5% des Portugais sont catholiques, un chiffre en baisse depuis plusieurs décennies. Les athées et agnostiques représentent 14,2%, les autres cultes 5,7%. 0,6% des sondés n'ont pas répondu à cette enquête. Et enfin, parmi les catholiques, 34,6% suivent la messe dominicale. Rappelons que Lisbonne doit accueillir en 2023 les prochaines JMJ. Manuel Lacunha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va revenir sur ce que vit votre pays, l'un de nos voisins européens, mais on n'en entend peut-être pas suffisamment parler. Le Portugal qui vit à l'heure d'un deuxième confinement. Alors, il pourrait y avoir des aménagements à l'heure où nous parlons, nous ne le savons pas encore. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un petit peu l'atmosphère aujourd'hui qui règne au Portugal? Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent? L'atmosphère était une atmosphère assez compliquée ces dernières semaines. À la télévision, on voyait par exemple des hôpitaux avec des ambulances qui attendaient pour pouvoir entrer, 20-30 ambulances qui étaient à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de place pour se libérer. Donc ce deuxième confinement qui a débuté le 15 janvier a permis de faire chuter une troisième vague qui était assez conséquente. Il faut savoir qu'aujourd'hui le Portugal, en début mars en tout cas, était le 6e pays avec le taux de mortalité le plus haut au niveau mondial, avec 1500 morts par million d'habitants. Aujourd'hui, il y a autour de 16 000 décès, je crois. Oui, 16 500 décès, 800 000 cas. On peut penser que c'est peu, on est tellement abreuvé de chiffres de partout, oui. Mais le Portugal a 10 millions d'habitants, comme vous le disiez, pas 70 millions comme la France, et donc 6e taux de mortalité, et les hôpitaux étaient en énorme difficulté, on avait presque plus de lits disponibles dans les hôpitaux. Donc on a vécu une situation très compliquée et on attend un déconfinement ou pour le début de la semaine prochaine ou dans une quinzaine de jours progressif. D'accord. Alors cette épidémie de Covid-19, elle a fragilisé certaines couches de la population portugaise. En 2020, Caritas Portugal a accueilli 20 000 personnes supplémentaires, élevant le nombre total de personnes accueillies à 120 000. Caritas a soutenu financièrement la population à hauteur d'1,5 million d'euros. Elle a aussi distribué des produits alimentaires et des biens de première nécessité tout en répondant à d'autres aides d'urgence, comme nous l'explique Rita Valadas, présidente de Caritas. They have no money. They cannot pay for the rent. They cannot pay for electricity. They don't have money to pay for special internet to let their children study at home. So they need other solutions than food. We also have had restaurant tickets, that it's some kind of vouchers that they can use at supermarkets and so to buy their food, because these people were many of those helped us. So they were used to come to Caritas to give. And now they are coming to Caritas to ask for, and it's not easy to come for food. So we have for some years we have this possibility to give vouchers instead of food.
Voilà, une population peut-être nouvelle dans ces lieux d'accueil comme Caritas, une couche de la population qui ne venait pas jusqu'à présent dans ces lieux-là, qui étaient plutôt, eux, des donateurs. Voilà, quel a été l'impact social au Portugal? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le Portugal est malgré l'embellie de ces dernières années, on parlait du miracle portugais parce que le PIB était une augmentation de 4 à 5% tous les ans, mais c'était basé surtout, pas seulement, mais surtout sur le tourisme, et donc le tourisme s'est effondré. Et il faut savoir que le Portugal a une santé économique assez fragile. Avant la pandémie, il y avait un Portugais sur 5, 18% à peu près, des Portugais qui sont sous le seuil de pauvreté. Et il faut savoir qu'au Portugal, le SMIC, le salaire minimum, est de 651 €, sauf erreur de ma part, et avec déduction d'impôts, 590 €. Donc très facilement, on bascule de l'autre côté. Donc les donateurs, oui, ce sont des donateurs, mais souvent ce sont des donateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui savent qu'eux aussi peuvent en avoir besoin demain et ils comprennent la situation de leurs compatriotes. Donc c'est encore, même si c'est un des défis, et la classe politique, aussi bien de droite que de gauche, parle de ces questions-là, de réduire les inégalités, mais on est dans une société avec de plus en plus d'inégalités sociales au Portugal. Oui, parce que vous évoquiez cette embellie économique. On a aussi en tête, ça c'était dans les années aussi de la crise, 2008, qui a frappé la crise financière, qui a frappé la planète. On se souvient de cette émigration aussi d'énormément de jeunes du Portugal qui partaient dans d'autres pays européens ou au-delà pour chercher un travail. Donc il y a eu quand même une amélioration après ces années-là? Il y a eu une amélioration, mais il faut savoir que, par exemple, comme c'est dans le tourisme, donc c'était avec des travailleurs saisonniers, des personnes qui avaient 2 ou 3 boulots pour joindre les deux bouts. Et je regardais, en venant pour cette émission, je regardais les chiffres de 2019. Il y a eu quand même 80 000 Portugais qui ont émigré en 2019, alors que dans cette période-là, il y en avait des pics à 100 000, ce qui est énorme, ce qui rejoint les pics de les grandes immigrations des années 60. Donc, mais malgré l'embellie, c'est quand même une situation assez compliquée pour une majorité de la population. D'accord, ça reste précaire. Alors, justement, vous évoquez ces demandeurs d'emploi, puisque 2020, le Portugal comptait en septembre 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi par rapport à 2019. Donc, ce qui traduit bien effectivement sans doute des difficultés à ce niveau-là. Alors, les évêques portugais, ils ont publié un document, les défis pastoraux de la pandémie pour l'Église au Portugal, un document qui a été publié il y a quelques semaines. En substance, qu'est-ce que les évêques ont souhaité mettre en avant ? Il y a une vingtaine de points, mais je peux peut-être mettre en exergue 2 ou 3. Un des premiers points, d'ailleurs je pense que c'est le premier, il y a une question qui est précisément que les Portugais ont droit à une vie digne du début à la fin, parce qu'il y a cette question des inégalités sociales qui sont très marquées. Il y a une question aussi qui était aussi, même s'ils ne font pas référence dans ce point-là et spécifiquement, la question aussi de l'euthanasie et de la fin de vie, alors qu'au Portugal, les soins palliatifs, je ne veux pas dire qu'ils sont inexistants, mais ils sont très, très précaires, très faibles. Ça, c'était en lien avec les personnes âgées et les décès. Il y a eu ce constat-là de difficulté pour accompagner vers la fin de vie. C'était un peu ça aussi. C'était un des constats de cette pandémie. Oui, aussi. C'est l'accompagnement, la solitude. D'ailleurs, c'est un des autres points, la solitude. Et puis, en lien avec la pandémie aussi, une recrudescence de certaines formes de xénophobie. D'ailleurs, nous avons eu les présidentielles et le candidat d'extrême droite a eu 13 ou 14%, juste après le Parti socialiste, le candidat des socialistes qui a eu 1% de plus à peine. Pourquoi ce lien avec la xénophobie ? Parce que le coupable est toujours l'autre, le coupable du chômage, le coupable de la violence, etc., etc. Même si le Portugal est quand même un pays où il y a très peu de violence comparé avec certains voisins européens, mais c'est toujours on revient toujours dans ces périodes de crise d'une partie de la population la tentation de trouver un coupable, et le coupable tout trouvé, c'est l'autre, celui qui n'est pas portugais. Et donc ça peut être aussi bien les gens du voyage
qui sont d'ailleurs portugais, que ça peut être les Brésiliens qui sont venus dans des situations, certains Brésiliens qui immigrent au Portugal ont une situation très aisée, d'autres très compliquées, et donc qui aujourd'hui se retrouvent, par exemple, certains Brésiliens qui demandent auprès de la sécurité sociale d'être aidés parce qu'ils n'ont plus de travail, donc voilà, donc, et en plus ils sont dans un pays étranger. Donc cette question de la xénophobie a été pointée du doigt par la conférence des évêques. Et une autre conséquence qui est complètement différente, mais qui a à voir aussi avec la pandémie, est la question du numérique et des nouvelles agoras le Portugal, la pastorale portugaise est parfois un petit peu trop rurale, alors que la population a changé. Et donc, la question de la préparation de l'Église et des laïcs, ce n'est pas passer au tout numérique, bien entendu, mais c'est aussi d'être préparé à être présent aussi dans ces espaces, aussi parce qu'il y a une population jeune qui est de plus en plus éloignée de la pratique. Donc un texte finalement assez vaste, tout à fait. Mais une forme d'enseignement, premiers enseignements après cette crise. Alors, il y a un autre sujet d'actualité qui a été assez fort au Portugal, c'est le report de la loi sur l'euthanasie à l'initiative du président réélu Marcelo Rebelo de Sousa. Donc, cette loi, elle avait été votée fin janvier par le Parlement. On va y revenir sur ce contexte de ce vote. Un petit écho d'un avocat, Antonio Pinheiro Torres, qui est président de la Fédération portugaise pour la vie, qui nous indique pourquoi finalement ce débat sur l'euthanasie n'a mobilisé qu'une partie des catholiques, les catholiques les plus engagés. Pourquoi finalement ils sont aujourd'hui minoritaires. On écoute ces explications. C'est une déséducation du peuple catholique. C'est-à-dire, au long des années, les gens ne sont pas éduqués sur ces questions. Et alors la déséducation produit ses fruits. C'est-à-dire sur le point, les gens mènent sa vie religieuse, vont à la messe, prient le rosaire, vont à Fatima, font tout ça, mais après ça n'a pas de reflet dans leur choix politique. C'est une grande déséducation et on paye le prix maintenant. 90% des Portugais se proclament catholiques, c'est-à-dire culturellement, ils s'identifient avec l'Église catholique. Mais les gens qui vont à la messe, ça ne doit pas être plus que 10 ou 15%, et ça fait beaucoup de différence. Mais les gens qui sont très, très fiers, et ils se mobilisent. Avec les batailles de l'avortement, à partir de 96-97, ils sont retournés sur le champ public. Et ça a donné lieu à une mobilisation plus grande. Le manque d'éducation que soulevait Antonio Pinheiro Torres, ce manque d'éducation des catholiques aujourd'hui, comment le comprendre ? C'est plutôt, je dirais, d'une autre forme, mais c'est plutôt une question d'ailleurs il le pointait, c'est la question du catholicisme culturel. Donc je me dis catholique, j'ai une pratique catholique, d'ailleurs même par exemple au Portugal, Fatima qui est un lieu central en termes géographiques et en termes de la culture, est visité même par des non-catholiques et des non-croyants portugais qui vont parfois plus qu'une fois dans l'année à Fatima, qui passent à Fatima. Donc c'est dans une partie des catholiques, c'est un pays qui avait un pourcentage assez élevé de catholiques, mais qui n'étaient pas vraiment militants, qui n'étaient pas vraiment engagés sur des questions sociales, sur ces questions-là, et après le débat leur passait un petit peu à côté. Et c'est vrai que, comme l'a dit Antonio Pinheiro, avec la question de l'avortement, et qui est passé au Parlement en 2007, après un deuxième référendum, il n'était pas passé au premier en 98, avec la question du mariage homosexuel en 2010, avec l'avortement, il y avait déjà une très grande mobilisation. Avec le mariage homosexuel, il n'y a pas eu de grande mobilisation. Et avec la question de l'euthanasie, non plus. Et en plus, elle est venue en pleine pandémie, même si elle avait été préparée l'année dernière avec 5 projets de loi qui avaient fusionné dans un seul. Et donc, dans le cadre de la pandémie, il n'y a pas eu grand débat.
Il y a eu évidemment des associations et des militants plus engagés, et l'Église catholique qui, au début, ne voulait pas de référendum parce qu'elle considère que la vie, ne doit pas être objet de référendum, mais qui, compte tenu de la situation, avait demandé un référendum pour que les Portugais puissent s'exprimer, ce qui avait été refusé par le Parlement. D'accord. Alors, pour comprendre un peu effectivement cette évolution et cette place des catholiques qui s'est un petit peu diluée dans l'espace public, ce désengagement, c'est quoi? C'est l'héritage de l'histoire politique portugaise? Qu'est-ce qui explique que progressivement il y ait un désintérêt? Vous parliez de cette transmission, effectivement, ce catholicisme qui peut avoir une dimension culturelle, mais pourquoi est-ce que finalement les catholiques se sentent moins concernés? Et parce qu'il y a aussi un désengagement politique, c'est-à-dire que nous avons eu une dictature jusqu'à 1974, ça fait presque 50 ans, mais c'est assez récent quand même. Et dans les années 70-80, c'est à ce moment-là qu'en Europe, il y a aussi un désengagement politique, en commençant par les plus jeunes. Donc les deux choses faisant que les plus âgés, où on était très engagés politiquement contre la dictature, où on était obligé de se taire. Et donc il n'y avait pas cette culture démocratique, bien évidemment, mais la culture du vote. Il y avait un vote en dictature, bien évidemment, mais on savait que les dés étaient pipés. Et donc, voilà, c'est aussi bien les plus âgés que les plus jeunes, pour des raisons diverses. Le fait est qu'il y a très peu d'engagement politique. D'accord. Est-ce qu'on peut dire finalement, vous parliez de ces différentes lois qui sont passées, que le Portugal vit un peu en accéléré des évolutions de société comme on pourrait nous les avoir connues ici en France? Ah oui, tout à fait. Je ne vous donner que deux exemples. 1974, on a 1,75% de divorces. Parce qu'on ne pouvait pas divorcer avant. On pouvait divorcer que si on s'était marié que civilement. Et toutes les personnes se mariaient presque catholiquement, et donc vous ne pouvez pas se divorcer civilement. Aujourd'hui, on est passé à 75% de divorces en 2011, et aujourd'hui, on est à 66%. En 1990, il n'y a pas si longtemps, il y avait 75% des mariages étaient catholiques. Aujourd'hui, on est à 34%. Donc, on est passé en 20-30 ans, des changements qui, en France, dans d'autres pays, ont mis plus d'un demi-siècle. Donc, oui, tout à fait. Ces changements de société qui vont de pair, en fait, avec une église qui est sans doute en perte de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu la cartographie catholique ? La géographie est simple. Plus on descend dans le pays, moins on est pratiquant. Donc au nord, les chiffres de 2012, mais aujourd'hui on a moins. Donc les chiffres sont en perte de vitesse. On avait 89% de personnes qui étaient catholiques au nord, 87% au centre, selon les chiffres de 2012 de l'Université catholique. On était à 60% dans la Grande Lisbonne. D'accord. Et on était en Algarve, en bas, où c'est notre Côte d'Azur, disons. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais encore plus bas. Donc, et puis... C'est étonnant, cette variété, j'allais dire, du sud au nord. Le nord a été, qui est le berceau de la nationalité, donc et surtout, là, par exemple, d'où je suis originaire, Braga, Viana do Castelo et Porto, ont toujours été un centre très important du catholicisme, et donc depuis toujours. Le centre autour de Fatima, un peu moins, et puis les grandes villes comme Porto et Lisbonne, comme dans tous les pays, la pratique religieuse s'étiole progressivement. Donc c'est du nord au sud, c'est de l'intérieur vers le littoral, c'est des plus âgés vers les plus jeunes, donc cette cartographie-là qu'on peut retrouver. Est-ce que l'Église, elle a saisi cette mesure-là, qui est un lent mouvement d'érosion Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des initiatives, justement, un peu pour tenter de redynamiser? Il y a la question particulière de la jeunesse. Oui. Il va y avoir les JMJ d'ici quelques temps. Comment est-ce qu'elle est perçue par les jeunes Portugais, l'Église? Il y a entre on parlait des athées, des agnostiques, 14%. La moitié de ces 14%, c'est des 15-34 ans. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui, avant, auraient continué se disant catholiques par tradition, mais pas par conviction, et qui aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas catholiques, qu'ils sont athées, ou parfois se tournent même vers des évangéliques, ou se disent, et c'est assez intéressant, catholiques non croyants sans religion, croyants sans religion.
C'est-à-dire qu'ils ont une base catholique, mais ils vont chercher au bouddhisme, ils vont chercher à droite, à gauche, et donc là, on retrouve certains jeunes. La plupart des jeunes commencent à être plus éloignés dans la périphérie ou l'ultra-périphérie catholique, ou même dans, se disant athées ou agnostiques. Et sinon, on a des jeunes très engagés. Donc, on commence à voir une certaine polarisation. Les jeunes très engagés, ce n'est pas la majorité. Et ces JMJ sont vus aussi comme une opportunité, comme elle l'avait été à Paris en 97 ou 98. 97, oui. Et sont vus comme une opportunité aussi de remobiliser la jeunesse, puisqu'il y a certains jeunes qui sont à la frontière. Ils sont très proches à la fois, mais presque à la frontière et ne sont pas pratiquants ou pratiquent très occasionnellement. Et donc, c'est vu surtout comme une grande opportunité pour remobiliser la jeunesse portugaise catholique ou qui se dit catholique. Le Portugal qui pourrait ainsi avoir eu la visite du pape François rapprochée, 2017 pour les 100 ans de Fatima, 2023 à Lisbonne pour les JMJ. À suivre, donc merci beaucoup Manuel Lacunha pour votre éclairage sur ce qui se vit au Portugal. Et pour terminer cette édition, eh bien, on prend des nouvelles d'autres églises dans le monde. En Birmanie, l'armée poursuit de manière implacable la répression contre les manifestants dans les principales villes du pays. On apprenait ainsi lundi la mort de 2 jeunes manifestants qui s'étaient réfugiés aux abords de la cathédrale de Myitkyina, capitale de l'État Kachin, au nord du pays. Le cardinal Bo, archevêque de Rangoon, qui n'a pas souhaité s'exprimer dans une interview depuis le début des événements militaires, a toutefois répondu à nos questions par écrit. Voici quelques extraits de ses propos. La tristesse est générale. La parenthèse démocratique avait donné aux jeunes tant d'espoir. Les manifestations qui étaient au départ pacifiques ont progressivement fait place à des confrontations violentes, la population se trouvant dans un grand désarroi. La communauté internationale doit parler d'une seule voix, cela sauvera des vies. Les déclarations ne suffisent pas, la paix est possible, la paix est la seule voie à suivre. En tant que chrétiens, nous concentrons tous nos efforts sur une paix durable. Nous espérons réunir les différents acteurs et entamer une réconciliation. Fin de citation. En Éthiopie, la région du Tigré, dans le nord du pays, est depuis 4 mois le théâtre d'un conflit qui se joue à huis clos entre l'armée éthiopienne, appuyée par l'armée érythréenne, et les rebelles du Front populaire de libération des peuples du Tigré. L'ONU évoque de possibles crimes de guerre et contre l'humanité commis par l'armée érythréenne sous le regard passif des soldats éthiopiens. L'Église a aussi été visée par ces violences. Alors, quelle est la situation sur place? On écoute le témoignage de Monseigneur Medine, l'évêque de l'éparchie d'Adigrat, joint par téléphone. The situation in the whole region is still war going on, and we pray and we beg God to inspire those who are behind it to stop this, and then the massacre of people, to stop all the sexual violence, the killings, the lootings. Where we are, we have been overrun by very, very, very challenging and terrorizing situation, bombardments, artillery, and soldiers, and all kind of terror. The whole region, as a region, is occupied by all kind of armies. We ourselves, our vehicles are taken at gunpoint by military from other country, and then our parish houses are looted. Our parish priests have lived outside in different places. We have to start everything again to restore, to make parishes operational, parish priests to remain in the place and then give ministry. Et on termine cette édition avec cette information des États-Unis. L'Arkansas veut interdire l'avortement. Le gouverneur a signé le 9 mars une loi
n'autorisant l'IVG qu'en cas de danger pour la mère. Contestée devant les tribunaux, cette loi sera sans doute invalidée, mais pour le gouverneur, la stratégie est de porter le dossier de l'avortement devant la Cour suprême afin qu'elle renverse l'arrêt de 1973 qui avait légalisé l'IVG. Alors toujours concernant l'avortement, eh bien les évêques américains s'inquiètent dans un message publié le 5 mars que le plan de 1900 milliards de dollars pour la relance de l'économie américaine permette le financement d'IVG. La conférence épiscopale fait référence à l'amendement Hyde qui n'a pas été inclus dans le plan de relance lors de son passage devant le Congrès. Cet amendement interdit que les impôts fédéraux financent directement l'avortement, sauf en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la femme serait en danger. Son absence fait craindre aux évêques que les fonds débloqués permettent de subventionner ce genre d'intervention. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. On se retrouve jeudi. Au revoir.